C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité. Yorana, merci d'être sur la première. Benina Lin, 13 ans seulement, est privée de ses parents depuis plus d'un an. 2 anniversaires célébrés seuls. Partis en Chine l'an dernier, ils n'ont jamais pu reprendre l'avion. L'association Moruroa Itato veut se battre pour les familles des victimes du nucléaire. Un nouveau combat qu'elle mènera avec ses adhérents. Hirohiti Tefarere, son président, nous dira aussi pourquoi les dirigeants ne participeront pas à la rencontre présidentielle prévue en juin. Il est flambant neuf et fait le bonheur des sportifs de Tahiti. Le complexe sportif de Hitia a accueilli ce matin ses premières compétitions et certainement pas la dernière. Le concert au célèbre Bobby Holcomb ce soir, place Toata, un événement à guichet fermé. Déjà, nous dira Kaline Liénard en direct depuis Papeete. Et enfin, nous irons à Rangiroa. Les requins marteaux continuent de participer au rayonnement de l'île au plan mondial. Laurent Balesta, un photographe naturaliste français, apporte son soutien scientifique et technologique à l'étude de ces poissons. C'est une histoire dramatique pour elle et ses parents. Elle, c'est Benina Lin, aujourd'hui totalement accablée. Âgée de seulement 13 ans, elle s'est retrouvée quasiment orpheline il y a un an. Son père et sa mère, partis pour le Nouvel An chinois début 2020, n'ont jamais pu revenir. Elle se confie à Lucille Guichet-Tirao et Mirko Vanfou. C'est un quotidien à deux. Depuis plus d'un an, Benina, 13 ans, vit avec sa tutrice Tamara. Depuis que ses parents et son petit frère sont partis en Chine pour le Nouvel An en janvier 2020, et depuis, ne peuvent pas revenir. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit de reporter le vol, parce qu'ils m'ont juste dit ça, mais ils m'ont pas dit pourquoi. Mais après, quand j'ai su que c'est pendant le confinement, le Covid-19 et tout, c'est là que j'ai su que c'est à cause du Covid et qu'ils ont dû rester là-bas et c'est jusqu'à maintenant. Mon rôle, c'est de garder Benina tous les jours et le ménage et tout ça. Collégienne studieuse, Benina se concentre sur l'école et ses loisirs, la danse classique et le piano. Née à Tahiti, Benina et son frère sont citoyens français. Mais leurs parents, propriétaires d'une ferme perlière à Arutua, sont de nationalité chinoise. Très compliqué pour voyager en ce moment, en plus des nombreuses frontières fermées. Rien que pour obtenir un visa de transit au Canada, le délai d'attente peut aller jusqu'à 500 jours, une situation intenable. Petit à petit, ça va mieux, mais ouais, ça va. Ça passe. Qu'est-ce qui est difficile pour toi ? Qu'ils ne sont pas à côté de moi. Au début du mois d'avril, Benina a fêté ses 13 ans, le 2e anniversaire sans ses parents. Elle espère qu'un vol pourra être affrété rapidement pour les résidents polynésiens bloqués en Chine, comme ses parents. Le pays est sous cloche depuis le 26 mars 2020. On estime que dans l'autre sens, une 50aine de ressortissants chinois sont bloqués à Tahiti depuis plus d'un an dans l'attente de rentrer chez eux. Défendre les familles des victimes du nucléaire entièrement mises à l'écart du processus d'indemnisation, c'est le nouveau cheval de bataille de l'association Moruroa Itato. La famille polynésienne est donc logiquement le thème choisi pour le rassemblement prévu le 2 juillet prochain. Kaline Liénard, Hiro Terorotua. Le 2 juillet, ce ne sera pas nous qui va parler. Je crois qu'on a assez parlé. Ce sera eux qui vont parler pour interpeller l'État français. Eux, ce sont les ayants droit directs des victimes du nucléaire. Avec les vétérans de Moruroa, ils sont venus préparer la commémoration du premier tir en Polynésie. Parce que, outre la maladie, les victimes s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants. Qui ne s'inquiète pas ? Déjà, avec le vécu que j'ai, et comme je suis dans le comité de Moruroa Itato, avec tous les renseignements, j'avais pitié pour les enfants. J'avais pitié de moi-même. C'est à cause de moi que, sûr et certain, mes enfants auront tout ce que j'avais, seront contaminés. Créée le 2 juillet 2001, l'association Moruroa Itato défend les victimes des essais nucléaires en Polynésie. Sur les 7000 dossiers, on a
que 141 dossiers d'accepter et encore 141 dossiers de Maouinouinoui et d'Algérie. Donc ça sert les 20 ans de lutte, c'est du temps perdu. La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est pourquoi l'association change de stratégie. Car même si 95% des actions juridiques ont abouti à l'indemnisation des victimes, elle estime que la loi Morin est incomplète. Aujourd'hui, le sort des ayants droit n'est absolument pas prévu dans cette loi. Et c'est ce qu'il faut changer. Et c'est la raison pour laquelle le thème de cette année, c'est la famille polynésienne, puisque c'est aussi elle et avant tout elle, qui est touchée indirectement, mais sûrement par les conséquences des essais nucléaires français dans le Pacifique. Le 1er mai, samedi prochain, une autre réunion à l'attention des familles des victimes des essais nucléaires se tiendra cette fois-ci à Moorea. Et nous en parlons avec notre invité Hirohiti Tefarere Yarana. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, votre volonté est un peu similaire à celle proposée par le député Moetai Broderson. Il propose un mécanisme de prise en charge proche de celui des pupilles de la nation. Est-ce que vous en avez discuté avec lui? Non, pas du tout. On ne s'est pas rencontrés, mais je me réjouis de l'initiative qu'il a prise. C'est la démonstration que, quand même au niveau de nos parlementaires, il y a au moins un qui se soucie de l'intérêt général de ce peuple et de ce pays. Et c'est tout à son honneur. Le dialogue est inexistant avec les autres parlementaires? Quasiment inexistant. Mais c'est aussi normal puisque ces parlementaires-là, de par leur histoire politique, ont toujours soutenu les essais nucléaires. Mais justement, l'avocat dans le reportage que nous venons de voir expliquait qu'il y a la loi Morin est incomplète puisque vous demandez aujourd'hui que les familles du nucléaire puissent être indemnisées. Comment est-ce que cela pourrait s'articuler puisqu'aussi bien en matière civile qu'en droit administratif, cela n'est pas possible? J'ai moi-même voté contre et j'ai été le seul élu de la République et du pays à voter contre la loi Morin. Je l'ai même traité de pipeau et de pipi de chat, pour te dire, pour vous démontrer la considération que j'ai vis-à-vis de cette loi. Ça a été un leurre politique qui a été mis devant les uns et les autres pour calmer le jeu, parce que localement, à cette époque, il faut se souvenir de cette majorité plurielle qui a existé. Et on a oublié l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, ce sont les 40 000 morts en Algérie, ce sont les plus de 20 000 morts en Polynésie, uniquement depuis que la CPS est dotée de son matériel informatique depuis 1992 à aujourd'hui, avec plus de 67 milliards dépensés par la CPS que l'État refuse de prendre en compte. Et c'est pour ça que nous disons, avant de parler d'un déplacement à Paris, de rencontrer le président de la République sur quelque dossier que ce soit, il est nécessaire, il est urgent, il est vital que l'État accepte de remplir tous les préalables. Et les premiers préalables, c'est une négociation globale, une indemnisation globale de tous ceux et de toutes celles qui souffrent. Mais comment est-ce que vous comptez faire avancer cette demande qui est d'indemniser les familles des victimes? Par une négociation globale. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait, une sorte de forfaitisation globale. Il faut arrêter de saucissonner. Parce qu'en saucissonnant, ça fait 21 ans que le combat a commencé et aujourd'hui, on n'a que 141 dossiers et localement, au niveau de Moruroa, à peine 11 qui ont été traités et acceptés par les tribunaux et pas par le CIVEN. Donc, cela veut dire que dans au minimum 100 ans, la moitié de nos dossiers sera étudiée, ce qui ne veut pas dire que cette moitié aura une réponse positive. Et voilà pourquoi. Lorsque nous avons rencontré Chris Nack en février 2020, il avait reconnu effectivement qu'il y avait 6 essais qui posaient problème et que non seulement c'était toute la Polynésie qui était contaminée, mais tout le Pacifique. Il a reconnu également qu'effectivement, dans la logique qui était la nôtre d'indemniser globalement, il était d'accord. Mais le problème se pose au niveau financier. Aujourd'hui, avec la Covid-19 qui sévit partout dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Le budget n'est plus une priorité. C'est pas ça. C'est qu'en France, on a dépensé des milliards pour indemniser et les victimes, mais surtout l'économie de la France. Et localement, on nous dit qu'on n'a pas de fric. Pourtant, il y a les moyens financiers. Le Covid, ce n'est que 141 personnes, malheureusement pour elles et leurs familles, décédées, alors que le nucléaire, localement, au minimum, c'est plus de 20 000. Et demain, les générations futures vont encore en baver. Et demain, au niveau de la santé publique du pays, on n'aura pas les moyens de faire face à nos dépenses. Très rapidement, Hirohiti Tefarere, vous ne participerez donc pas à la table ronde organisée en juin. Est-ce que c'est pour afficher votre mépris ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout?
Non, les tables rondes, nous les avons connues depuis 1988 avec Rocard, qui paie contrôle, ensuite avec M. Mitterrand et le pacte de progrès pour le développement économique et social de la Polynésie, que M. Chirac a remis en cause avec M. Floss. Ensuite, M. Sarkozy a réduit. Il n'y a que M. Hollande, qui a été un homme de parole, qui a reconnu la responsabilité historique de l'État au niveau du fait colonial et qui est venu demander pardon à Moana Oba. Pour le reste, rien, nada. Vous n'y croyez plus donc. Merci beaucoup. Hirohiti Tef-Hariri d'avoir répondu à nos questions ce soir. On vous retrouvera donc le 2 juillet pour la manifestation en mémoire aux essais nucléaires réalisés en Polynésie. Vacciner 50% de la population, c'est l'objectif fixé par le pays à fin juillet. Pour l'atteindre, le gouvernement mixe les stratégies. Vous le savez, s'ajoutent au centre de vaccination opérationnel les vaccinodromes. À Mahina, 927 volontaires ont été accueillis dans un point éphémère le temps d'une journée. Mais sachez qu'une opération similaire se tiendra le 22 mai prochain, car le but de ces centres temporaires est bel et bien de se rapprocher de ceux dépourvus de moyens de transport. Merihau Mervin, la directrice de la santé, le dit à Stéphane Ratino et Jacques Damour. Pour certains, il y a quand même des difficultés de transport. Il y a d'autres difficultés inhérentes, surtout pour ceux qui travaillent dans la semaine. Donc là, pouvoir se déplacer le week-end, être au plus proche de la population, représente vraiment un intérêt général. Il n'y a pas de crainte, les gens ont l'air rassurés, tranquilles. Pour le moment, ça se passe bien. S'ils ont des questions, de toute façon, les professionnels de santé sont là pour répondre à leurs questions. Donc, chaque étape du circuit est vraiment bien fait pour ça. Et donc, on essaye de les éclairer au maximum. Et lorsqu'ils sont d'accord, ils se font vacciner. Depuis le 18 janvier, la Polynésie recense plus de 22 000 personnes vaccinées. Le prochain vaccinodrome sera installé à la présidence dimanche prochain. 2 hélicoptères pour l'archipel le plus isolé de la Polynésie. Il compte plus de 9 000 habitants. Les Marquises disposeront désormais de 2 appareils basés à temps plein pour les évacuations sanitaires. Le deuxième a été embarqué à bord de l'Aranui, faute d'autonomie suffisante pour s'y rendre par les airs. Une opération délicate suivie par Jacques Damour et David Coinon. Une arrivée par les airs avant de prendre la mer. Direction Nukuhiva, où ce bel engin part s'installer définitivement. Mais avant de monter dans les cales de l'Aranui, une petite préparation est nécessaire. Il y a toute une équipe pour sangler la machine. Déjà, elle va être montée sur un plateau. Ensuite, elle va être complètement arrimée au plateau, de manière à ce qu'elle ne bouge absolument pas pendant la traversée. Les pales vont être démontées et ensuite, l'équipe va également vérifier la garde par rapport aux dimensions hors tout de la machine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait un peu d'espace autour de la machine et surtout au niveau de la queue et de la cellule en avant. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'appareil est préparé, bichonné et transbordé très délicatement dans les entrailles du cargo. À lui seul, il prend la place de 4 containers. Pas question de lui faire la moindre rayure. Elle est fragile, on va bien l'amarrer, on va bien la saisir. Et puis évidemment, on a des rondes qui sont faites chaque jour, chaque nuit. Et donc les rondiers passeront en cale pour vérifier le saisissage. On est sur de la mer calme avec un petit vent, donc ça devrait être bon. Parti ce matin, il arrivera mardi à Nukuhiva. Sur place, il retrouvera un autre appareil déjà arrivé en août, une montée en puissance pour assurer les évasades aux Marquises, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et sachez que plus de 30 000 évasades sont réalisées chaque année pour un coût estimé à plus d'1 milliard de francs pacifiques. Il est tout nouveau, tout beau et déjà il est la fierté des habitants de la Presqu'île. Aujourd'hui, le nouveau gymnase de Hitia a accueilli ses premières compétitions officielles du basket dans la catégorie jeune. L'équipe de Taravo y a pris ses marques. Ce sera là désormais le théâtre de ses exploits futurs et de ses entraînements. Les jeunes du secteur sont ravis. Stéphane Ratino et Jacques Damour. Des fourmis dans les jambes, un pétillement au cœur, presque pareil au premier pas de l'homme sur la Lune. Car les jeunes de la Presqu'île jouaient pour la première fois dans leur nouveau gymnase. Un baptême en quelque sorte, avec un but bien précis. L'objectif aujourd'hui, c'est de gagner. Il faut qu'on renoue avec la victoire. On a fait 3 matchs, 3 défaites. Et là, on est chez nous maintenant. C'est notre terrain à domicile. S'il y avait la bannière des taureaux, ça serait en haut. Cette salle, c'est le nouvel Eldorado des sportifs du pays. Une manière de viser plus haut et au plus juste. Et à écouter la musique des pas sur le sol, il y a une sonorité qui dit la nouveauté et l'espoir de l'exploit. On va déjà parler du sol. Il est bon. Ça permet aux jeunes de bien s'exprimer.
On a des panneaux flambant neufs, que même ici, c'est les seuls qu'il y a ici sur le territoire. Donc on est gâtés, sur ce point-là, on est content. À vrai dire, ce projet est une porte ouverte vers la montée en qualité de la pratique sportive. Attendu pendant des années, il a fait rêver une partie de la jeunesse d'Itia. Et le voici là, ouvert depuis mardi. Il reste désormais à y ajouter sa volonté et le goût de l'effort. La salle pourrait susciter bien des vocations. Parmi nos jeunes du village, il y a de bons potentiels, notamment au volleyball. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au volleyball ici. Donc une belle salle, ça veut dire qu'ils vont vouloir venir jouer? Ah oui, oui. Pendant l'ouverture, il y a beaucoup de monde qui sont venus ici jouer, tester la salle. Ils ont dit que c'était super et tout, que ça valait la peine d'attendre des années pour venir jouer là. La salle Omnisport rayonne sur toute la presqu'île. Les équipes de basket de Tarabao viendront s'entraîner ici. C'est désormais leur base, renforçant une réalité presqu'îlienne déjà forte dans les effectifs de joueurs. Ils sont vraiment enthousiastes, hein. Ils sont venus, il y a eu l'inauguration, donc ils ont découvert cette semaine. Ils sont vraiment contents, on sent l'effervescence. Donc on espère que ça va amener aussi sur les résultats, puisque quand ils gagnent, ça fait toujours plaisir. Quoi. Toujours est-il qu'en ce premier jour de compétition, il y avait de l'ambiance. Itia est une promesse de spectacle et de bien-être pour la jeunesse de la presqu'île. Conséquence, aujourd'hui, Tarabao a tout gagné. Effectivement, l'équipe de Tarabao a d'ailleurs remporté ses matchs. À Nukuhiva, cette fois, le lycée agricole Saint-Athanase a ouvert ses portes au public pour valoriser le travail de ses élèves. Au programme de la visite, la présentation des formations. D'abord, l'établissement accueille les élèves à partir de la 3e jusqu'en terminale qui, tout au long de l'année, se forment au métier de la terre. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la serre de vanille, le rucher ou encore l'élevage de porcins et même le poulailler. Mais pour le directeur du lycée, frère Rémi Quinton, l'objectif est avant tout de prouver que la filière professionnelle a de l'avenir. Il répond à Marie Curva. D'abord, valoriser la formation agricole. Je constate que beaucoup de familles encore s'imaginent que la seule voie de la réussite est la voie de l'enseignement général. J'ai envie de dire c'est faux quand on voit les résultats qu'on obtient. Et tous les gamins qui viennent ici, s'épanouissent et puis constatent qu'avec leurs mains, qu'avec la voie professionnelle, on peut apprendre tout aussi bien. On peut poursuivre ses études avec un BTS, licencié, et devenir peut-être un jour ingénieur. Aujourd'hui, la majorité de nos jeunes qui ont le bac, ont un emploi derrière. Retour à Tahiti où les titres les plus célèbres de Bobby Holcomb retentiront ce soir, place To'ata au travers du concert Tuir'o et grâce à 6 artistes locaux. Il se tient à guichet fermé. Vous êtes sur place, Kaline Yénard. Les spectateurs se sont-ils déplacés malgré le mauvais temps? Oui, Eyata, les spectateurs ont répondu présents ce soir malgré la pluie de tout à l'heure parce que Bobby Holcomb, il a cette capacité de réunir toutes les générations. Donc j'ai vu des enfants arriver, j'ai vu des adultes, mais aussi des personnes plus âgées. Et le concert s'est ouvert avec les 6 artistes qui sont venus lui rendre hommage. Ils ont interprété d'une façon tellement joyeuse le titre Porinetia. Ensuite, Guillaume Matarere nous a fait son interprétation magistrale de Eru'o pour rendre hommage à toutes ces personnes âgées qui ont fait le déplacement. Nous avons eu Orio avec la pureté de la voix de Reva Juventin. Juste avant, il était question de fraîcheur et de bonne humeur avec Teisho qui a interprété Taure Area Maohe. Et maintenant, vous pouvez entendre derrière moi cette chanson magique qui est My Island Home, interprété par Reva et Teisho. Je vous laisse apprécier. Merci beaucoup Kaline Yénard pour ces informations en direct depuis To'ata. Et sachez que si vous n'avez pas pu vous déplacer place To'ata, vous pouvez suivre le concert en direct live streaming sur le site de la Maison de la Culture ce soir. Ils se sont laissés aller le temps d'une journée sous les fiers regards de leurs parents et professeurs. 70 élèves âgés de 11 à 17 ans de la section art dramatique du Conservatoire artistique de Polynésie ont présenté leur travail de l'année. Au programme, 4 pièces de 2 heures chacune, du contemporain au classique. Tous se sont exprimés avec aisance sur scène et surtout passion. Tuariki est l'un d'entre eux et a fait la fierté de son professeur Christine Bennett. Ils sont au micro de Sandroli. Ça me plaît parce que ça me change un petit peu les idées. Ouais.
Alors il fait aussi du orero et du storytelling avec John Merey. Donc il apprend aussi son tahitien. Et l'un te sert à l'autre ou... Le orero, ça peut être pour le théâtre avoir de l'aisance ou inversement? Non, c'est le contraire. C'est le théâtre qui me sert pour le orero. Escale à Rongiroa pour terminer ce journal. L'île a accueilli le mois dernier un spécialiste des requins de renommée mondiale, Laurent Balesta, photographe naturaliste français des expéditions Gombessa. Après avoir produit 2 documentaires sur l'accouplement des mérous et les chasses nocturnes de requins gris à Fakarava, il apporte cette fois son soutien scientifique et technologique à l'étude des grands requins marteaux. Les détails avec Kaline Liénard sur des images de notre correspondante Maria Belen Ferro. Le grand requin marteau, Mokaran de son nom scientifique, est une espèce en voie d'extinction dans le monde. Mais pas en Polynésie française où il est protégé. Il a trouvé un refuge à Rangiroa, dans la passe de Tiputa, où le plateau à marteau est synonyme d'havre de paix. Quand on a une chance, on a un devoir, je crois. Quand on jouit d'un privilège, le privilège de posséder dans ses eaux un seigneur des océans comme le grand requin marteau, alors on a des devoirs. Devoir de mieux comprendre qui il est, où il va, comment faire pour mieux le protéger ici, mais aussi à l'international. Les expéditions Gombessa sont fondées sur 3 valeurs. Un mystère scientifique, un défi de plongée et une promesse d'images inédites. L'étude menée actuellement par la Mokaran Protection Society répond à ces critères. Car tout reste à découvrir sur le grand requin marteau, de ses comportements à sa reproduction. Force de frappe technologique, médiatique, qu'est l'expédition Gombessa. Ils sont très forts sur le plan scientifique, ils ont du matériel de technologie, ils sont capables d'évoluer pendant des heures à très grande profondeur, ce que nous, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, et ça a également un coût que nous, on ne pourrait pas couvrir. La collaboration des bénévoles est primordiale. Pêcheurs ou plongeurs peuvent signaler la présence du Mokaran ou rapporter des images précieuses pour l'étude. Des plongeurs comme Manuar Imao, un nom de prédilection signifiant requin en tahitien. Toujours autant fasciné lorsqu'il rencontre cet animal majestueux de 3 à 4 mètres de long. Et quand on le voit, waouh, il peut devenir assez curieux des fois, donc il peut passer assez proche. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont vraiment craintifs, calmes, ils se baladent. C'est en procédant au marquage que l'étude sur les comportements du grand requin marteau pourra avancer. Mais il faut encore attendre l'accord de la direction de l'environnement. Une décision institutionnelle à laquelle est suspendu tout le mystère de ce prince des mers. Ce carnet noir pour clore cette édition, Clotilde Virmou, ancienne juge commissaire au tribunal de commerce, grande dame engagée dans l'entrepreneuriat, le monde associatif et politique, s'est éteinte à l'âge de 67 ans. Le président de la Polynésie avait salué son parcours en l'élevant au rang de chevalier de l'ordre de Tahiti Nui en 2015. C'est la fin de ce journal. L'association Mururoa et Tatau ne participera pas à la table ronde organisée à Paris à la fin du mois de juin prochain. C'est une rencontre de plus qui ne mènera à rien, a confié son président Hirohiti Tif-Ariri. Mais dans le cas où elle se tiendrait en Polynésie, ses membres s'y associeront. Mururoa et Tatau, qui veut aujourd'hui se battre pour que les familles des victimes du nucléaire soient également indemnisées. À suivre sur la première en feuilleton, Bolivar, puis Rivière pourpre. Merci pour votre fidélité. Premières informations demain matin en radio dès 6h30 avec Belinda Toumatariri et Axel Mizinel. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet